Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire, le deuxième de la semaine. Ah, ben voilà, je recommence. Donc, bonjour, ça vient d'être live? Ouais, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire intitulé Quand l'art numérique fait briller l'atomium. Donc, c'est un webinaire qui intervient dans le cadre de la quatrième édition de notre semaine de sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Alors, l'objectif de cette semaine, c'est de casser les codes, de montrer aux jeunes filles et aux jeunes garçons l'importance de s'entreprendre, vraiment d'avoir des objectifs, de l'ambition et de mettre tout ce qu'ils peuvent en place pour atteindre ces objectifs. Et alors, cette année, on a décidé plus spécifiquement d'aborder la thématique des STEAM, donc les sciences, les technologies, l'ingénierie. Ils ont entre eux. Alors, donc, quand l'art numérique fait briller l'atomium, on va commencer tout de suite le webinaire. Mais juste avant, on tenait vraiment à remercier tous les partenaires qui permettent à la SBL 100 000 entrepreneurs de réaliser sa mission de sensibilisation à l'entrepreneuriat. Et alors, au niveau plutôt pratico-pratique, donc on est en ligne sur Zoom et sur Facebook. Donc, vous pouvez bien sûr poser vos questions aux conférenciers pendant la rencontre. Et j'ai mes collègues qui vont en fait relayer les questions au fur et à mesure. Et moi, je les poserai à la fin de la rencontre. Donc, on va commencer avec toi, Julie. Donc, merci d'être avec nous pour ce webinaire. Alors d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous partager ton parcours et alors aussi nous expliquer comment est-ce que l'art s'invite dans ton quotidien? Bien sûr, bonjour. Donc, je suis Juliane Mou-Gonzalez. Je suis actuellement directrice de l'Atomium. J'ai 40 ans et je suis bruxelloise depuis toujours. J'ai, par mes origines métissées et mes choix de vie, je trouve que je corresponds tout à fait au reflet de cette belle ville qu'est Bruxelles et de son orientation vers le monde et son ouverture vers le monde. Je suis par ailleurs maman de 2 enfants, 2 filles, ça me paraît intéressant de le souligner aujourd'hui, 2 filles à qui de 5 et 8 ans, presque 9, à qui j'essaie de transmettre un bagage avec mon compagnon, j'insiste là-dessus aussi, le plus complet possible pour qu'elles se constituent en êtres libres, libres de leur choix en permanence à tout endroit, que ce soit dans leur jeu, leur hobby ou leur métier, leurs envies de métier, puisqu'on n'est quand même pas encore au stade de l'envie. Et c'est assez intéressant de constater que du coup, le travail fait à l'école n'est pas encore suffisant. Donc voilà, je pense que c'est très intéressant d'avoir cette thématique-là aujourd'hui dans ce webinaire. Je suis aux prises avec ce genre de questions tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas jouer au foot? Pourquoi est-ce qu'on peut moins jouer au foot? Pourquoi est-ce qu'à Saint-Nicolas, on reçoit des poupées et pas des microscopes? Enfin, des petites choses comme ça. Il me paraissait être le début du finalement, pourquoi est-ce qu'on propose davantage aux garçons, pourquoi est-ce qu'on stimule davantage les garçons que les filles vers l'estime, comme on dit aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est du coup une réalité très concrète de la vie. Mon parcours, eh bien, je suis historienne de formation, j'ai étudié l'histoire contemporaine, j'ai complété cette formation par un diplôme d'études approfondies transdisciplinaires, en gros, sur les enjeux de notre société contemporaine et plus précisément sur le traitement médiatique de ces enjeux. J'ai aussi par ailleurs une formation en management, ce qui est un grand atout aujourd'hui quand on travaille en équipe et que, en tout cas comme moi et comme nous à l'Atomium, on stimule le partage et l'investissement aussi dans le projet pour pouvoir puiser dans nos forces vives, car nous ne sommes pas si nombreux que ça, mais pour pouvoir du coup nous dépasser et aimer au quotidien notre travail. Parce que je pense que ça aussi, c'est une introduction importante, quel que soit le travail que vous faites, il faut l'aimer, absolument. Il faut pouvoir se lever le matin et dire qu'on est content d'y aller, qu'on va faire des choses, même si voilà, on subit tous des frustrations et des petites broutilles au quotidien, mais l'objectif, il est là, c'est qu'on se lève avec intérêt pour aller faire ce qu'on va faire. Alors, donc ça, c'est ma formation. Mon parcours maintenant, eh bien, en fait, je travaille à l'Atomium depuis 2006, donc un certain nombre d'années, plus de 15, ouais.
Et avant ça, j'ai eu une expérience assez intéressante à l'ECHFINA de la culture et de l'urbanisme à la ville de Bruxelles, où je me suis dès le départ occupée de dossiers en lien avec le tourisme, puisque je m'occupais de ces dossiers pour la personne qui avait la présidence de l'Office de tourisme, à l'époque Brussels International Tourism Congress, aujourd'hui devenu Visit Brussels, et qui est vraiment l'outil régional, l'organisation du tourisme pour la région bruxelloise. Et c'est assez intéressant parce que du coup, ça m'a permis de tisser des liens assez forts, des liens professionnels intéressants dans le secteur, aussi bien public que privé, qui sont aujourd'hui bien sûr très utiles à mon endroit, à l'Atomium. À l'Atomium, eh bien, c'est une histoire peut-être on croit rare, mais je ne pense pas si rare que ça. Mais je suis donc arrivée il y a 15 ans et j'ai plus ou moins tout fait. Donc, j'avais 26 ans, j'en ai aujourd'hui 40. Je me suis occupée aussi bien de la gestion de droits d'auteur que du développement commercial, la participation à des salons, foires, missions économiques pour la promotion à la fois de l'Atomium et puis de la destination bruxelloise. Ensuite, la direction de la communication, la mise en place des stratégies, du marketing. Je suis devenue directrice adjointe et me voilà fraîchement directrice. Donc, une évolution au même endroit, un parcours croissant, mais attaché à ce symbole qu'est l'Atomium. Voilà, du coup, pour le parcours. Et donc, l'art, évidemment, outre l'endroit où je travaille, qui est quand même une magnifique œuvre architecturale, un geste fou, très audacieux, donc ça c'est l'image extérieure, mais qui en plus a la chance de pouvoir abriter à l'extérieur d'autres performances ou œuvres d'art ou expositions, installations. Je pense qu'au niveau professionnel, je suis clairement constamment dans le domaine de l'art offert et accessible à un très large public. C'est là le lien majeur avec l'objet touristique qu'est l'Atomium, c'est-à-dire être accessible à un maximum de personnes. Donc, il y a une façade, certes, elle est très, très belle, et puis il y a un contenu qui est très, très beau aussi. J'aime bien dire de l'Atomium que la vraie beauté est intérieure. Et Julien ne me contredira pas, puisque c'est le travail qu'ils font, c'est la mise en beauté de l'intérieur de l'Atomium, ou plutôt l'éclairage de la beauté intérieure. Voilà. Et puis, par ailleurs, à titre personnel, j'ai la chance de partager ma vie depuis 20 ans maintenant avec un artiste, lui-même issu d'une famille d'artistes. Là, on est plutôt dans le domaine des arts du spectacle vivant et de la parole. Donc, clairement, mon quotidien, il est baigné d'artistes, un petit peu en galère en ce moment. Et puis, voilà, dans mon habitat, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai une machine à café design, mais l'art est vraiment présent là. Vous voyez, d'abord, il y a les dessins de mes enfants. Mais blague à part, personnellement, j'ai un attrait particulier pour la photographie et le collage. Ça me parle beaucoup. Je trouve que ce sont des supports directs. Et je suis quelqu'un qui aime la discussion franche, sincère et directe. Et du coup, la photo en particulier est un média qui me parle. Voilà pour mon petit quotidien. Je pense que j'ai un peu fait le tour des questions, Clara. Éclaire-moi si j'oublie quelque chose. C'est parfait, plein de beaux conseils, plein d'informations intéressantes. Et du coup, tu as déjà répondu un peu à une des questions d'après, mais à savoir, est-ce que tu peux nous présenter en fait brièvement l'historique de l'Atomium, parce que tout le monde connaît ce lieu emblématique, mais peut-être un peu plus le présenter. Et alors, il y avait la deuxième question, comment est-ce que tu es arrivée à en être la directrice? Mais ça, on voit qu'il y a eu tout le parcours au fur et à mesure, tous les échelons. Mais si jamais tu as un petit truc à rajouter par rapport à ça, pourquoi pas? Mais j'ai 15 années d'anecdotes, on peut prendre le temps si vous voulez. Concernant l'historique de l'Atomium, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, l'Atomium, elle a été créée, vous remarquerez que je féminise l'Atomium. Donc, voilà. La règle, normalement, de grammaire veut que ce soit masculin, mais outre l'équipe qui est quand même fortement féminine, nous avons décidé de féminiser le nom Atomium et nous le portons fièrement. Donc, l'Atomium, elle a été créée en 1958, une époque que personne d'entre nous normalement, connaît ou a connu. Donc, dans l'occasion de l'exposition universelle, dite Expo 58, qui était une très, très importante exposition universelle, puisque c'est la première après-guerre, et surtout la Deuxième Guerre mondiale, donc. Et surtout, elle était synonyme d'une convergence de joie, de bonheur, de soif d'humanité, de progrès et d'orientation vers le futur, un futur prospère, évidemment. Ça aussi, on peut en discuter longuement si vous voulez.
Donc, c'est une expo très, très importante dans l'histoire des expositions universelles et c'est une exposition, évidemment, qui a eu un impact majeur sur la ville de Bruxelles comme destination et du coup aussi, à l'époque, sur toute la population belge. L'Atomium a été construite pour représenter, enfin, pour abriter le pavillon belge et outre d'autres bâtiments qui sont très intéressants ou qui étaient très intéressants et qui ont disparu, ce qui est marrant dans l'histoire de l'Atomium, c'est que, bon, comme pour toutes les expositions, ça devait être un bâtiment provisoire. Donc, la durée d'une exposition universelle, c'est 6 mois. Sauf que cette création complètement surréaliste, encore aujourd'hui, audacieuse, sortie de tout contexte, a tellement séduit la population qu'en fait, il y a eu un engouement pour la conserver. Alors, voilà, l'expo 58, c'est quand même 42 millions de visites, donc ça a eu un impact national et international très fort. Et depuis, l'image de la Belgique, elle est clairement représentée par cet atomium unique au monde. Il n'y a que les Belges pour faire ça. Donc, depuis son histoire, ça a été évidemment, on l'a conservé, mais l'infrastructure de départ n'était pas prévue. C'est quand même un pavillon qui était en aluminium. Qui a fortement décliné au long des années. Et puis, il y a eu un autre moment assez important, un moment clé dans son histoire, c'est 2006, enfin précisément 2004-2006. C'est là qu'en fait, les pouvoirs publics ont décidé de rénover totalement, en profondeur, l'Atomium. C'était un moment où se posait la question de supprimer l'Atomium ou la rénover pour la conserver, espérons-le, indéfiniment. Et donc là, gros chantier, on a désossé tout l'atomium, on a réhabillé tout l'atomium, l'intérieur, l'extérieur, l'isolation, les matériaux, tout a été refait. Et c'est intéressant du point de vue technologique, puisque certes, on a encore progressé depuis, mais en 2006, donc, en fait, on a quand même revu complètement les matériaux et les priorités aussi d'isolation, de géothermie, etc., de l'atomium. Donc, à ce moment-là, il y a eu un gros travail technique fait et de gros investissements faits, à la fois par la population belge, puisque c'était une partie d'argent public, et aussi par l'ASBL Atomium elle-même, qui a porté ce projet. Ce fut un gros succès, puisque depuis, les records de fréquentation de l'Atomium étaient là. On ne va pas dire depuis 58, on ne connaît pas le nombre de fréquentations de l'Atomium exact en 58, on laisse ce fantasme-là exister. Mais à part 58, voilà, depuis 2006, l'Atomium a cartonné avec énormément de visiteurs, une image de marque très, très forte, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et cette histoire s'est prolongée, puisque en fait, c'est clairement l'objectif de l'Atomium. L'Atomium, c'est pour toujours un bâtiment venu du futur et donc orienté vers l'avenir. On a développé quelques projets, dont un magnifique projet en 2015, qui pour moi est l'autre moment clé. Celui qui suit 2006, c'est l'inauguration, le développement, l'inauguration du musée du design de Bruxelles, donc le Design Museum Brussels, qui se situe donc juste à côté. On est sur le plateau du Heysel et qui est en fait une initiative à la base de l'Atomium, puisque nous travaillons sur des expositions temporaires, une politique de programmation d'exposition, et qui s'est matchée avec un moment en fait où une collection intéressante était disponible sur le marché, un patrimoine bruxellois que nous avons voulu sauver. Depuis, une équipe fantastique développe ce projet avec non seulement une collection permanente et puis des expos temporaires que vous serez amenés à découvrir plus tard. Mais c'est là l'intérêt aujourd'hui aussi de l'Atomium, c'est de pouvoir travailler avec le musée de design sur le développement vraiment culturel du pôle du Heysel, c'est-à-dire que la culture doit sortir du Pentagone bruxellois. C'est clairement le cas avec les deux beaux objets que nous avons et nous travaillons à ce développement-là. Voilà. Pour le reste de l'histoire, on est en train de la construire ensemble, donc sur la politique d'exposition et la programmation qu'on a et aussi sur les enjeux futurs, à savoir positionner ou repositionner l'Atomium en fonction des défis et de l'actualité. Et alors aussi, dans la collaboration, du coup, il y a Visual System, parce que c'est pour ça aussi qu'on vous a rassemblés aujourd'hui pour ce webinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment a commencé cette collaboration? Bien sûr. Donc, d'abord, je voudrais introduire que ça cadre parfaitement donc, avec cette espèce d'ADN de modernité, de progrès, de mise en avant de la technologie, de l'Atomium et du pavillon qu'il était en 58. C'était un peu une vitrine de tous les savoir-faire fantastiques et impressionnants de l'époque. Et en fait, finalement, on est dans le même sujet, avec une exposition comme celle qu'on va ouvrir là prochainement,
dû à la collaboration qu'on a avec Visual System depuis quelques années maintenant. Alors, comme toujours, au départ, c'est un peu le fruit du hasard d'une rencontre et la satisfaction d'une collaboration. La première collaboration qu'on a eue avec Visual System, c'est dans le cadre d'une exposition plus globale dans laquelle il participait, il s'occupait d'une partie des lumières et son. Il se trouve qu'une des installations qu'ils ont faites, et ça aussi, ça rejoint l'histoire de l'atomium, devait être temporaire. Ça se passait dans un escalator, donc vous voyez l'atomium là. Elle est rejointe, toutes les sphères se rejoignent par des tubes. Dans ces tubes, il y a soit des escaliers, soit des escalators, mais vous découvrez tout ça bientôt, j'espère. Et un des escalators a été habillé par un Visual System. Et en fait, ce fut un tel succès que nous avons décidé de pérenniser cette installation. On a rediscuté avec eux un peu des couleurs, du son, etc. Et c'est devenu depuis Transit, qui porte assez bien son nom, qui passe d'un endroit à un autre. Et je pense que c'est un des endroits les plus photographiés, instagrammés, instagrammables de l'Atomium, grâce à cet habillage son et lumière, toujours au goût du jour. Ensuite, s'en sont suivies de nombreuses collaborations. On en est aujourd'hui à la 5e. Et en fait, ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît dans le travail avec Visual System, c'est d'abord qu'ils ont réussi à apprivoiser, si je peux utiliser ce mot-là, vraiment les lieux, parce que l'Atomium, c'est magnifique, mais c'est aussi plein de contraintes. Donc, ce sont souvent des défis techniques que j'imagine à leur endroit très stimulants, mais c'est vraiment quelque chose, quoi. Ça ne peut pas se passer en 3 jours. Il faut pouvoir apprécier déjà à la base et puis découvrir et dompter tous les imprévus liés à cette structure hors du temps, finalement. Et ce qui est intéressant et ce qu'on aime, c'est que le résultat est garanti. C'est à chaque fois une plongée, vraiment une immersion avec différents niveaux de lecture. Donc, dans un monde très sensoriel, évidemment sur le son et la lumière. Et nous qui avons à l'Atomium avions en temps normal un très large public, il nous paraît intéressant d'avoir ces différents niveaux de lecture, c'est-à-dire que soit on se laisse complètement emporter par un son et lumière époustouflant, juste waouh. Le commentaire le plus fréquent est le waouh quand on insiste au spectacle, parce que ça peut être considéré comme un spectacle. Soit on est vraiment pris par la réflexion parce qu'il y a un gros travail derrière et la symbiose entre le travail sur le son, la lumière, le message et à chaque fois sur l'actualité qui est derrière, qui peut être caché, qui peut être perçu, qui peut être laissé de côté. Et ça, je trouve que c'est un plaisir pour le visiteur et du coup, c'est une adresse de nouveau à tous les publics. Il n'y a pas de prise de tête, si je peux me permettre. Et il y a une accessibilité très, très large et une profondeur en même temps vraiment importante. C'est d'une grande poésie. Donc, on le prend comme on veut, mais il plaît à tout le monde. Et alors, après, il y a aussi un aspect finalement à la base un peu pratico-technique, mais qui est une des clés du succès. C'est que non seulement nous, on voulait mettre en avant l'intérieur du bâtiment, parce que la photo extérieure très, très belle est finalement assez connue. Elle est toujours aussi belle, mais elle est assez connue. Donc, ce travail, comme j'ai dit précédemment, de sublimation de l'architecture intérieure. Et puis, il se trouve que quand on habille les parois de l'atomium, eh bien, toute la concentration, tout le visuel se passe là et l'espace au sol est libéré. Et ça a l'air de rien, mais quand vous avez 650 000 visiteurs à l'année, ça fait des journées parfois de forte affluence à 3 000, 3 500 personnes. Et du coup, il était important de libérer cet espace au sol pour garantir un flux optimal et surtout des conditions de visite agréables. C'est-à-dire que finalement, on a réussi avec ce genre de produit à trouver quelque chose qui plaise, pour lequel les gens peuvent rester sur place quelques minutes, assister à un spectacle et faire le waouh qui leur vient, tout en n'étant pas oppressés dans l'espace ou par la lecture d'informations ou par des choses mises au sol. Et ça, je trouve que c'est une belle réussite pratico-pratique dans notre organisation. Bon, ben voilà, alors depuis, ils connaissent les lieux, il y a eu différentes cartes blanches, on en est à la 5e aujourd'hui. Bien sûr, on se concerte, on fait des allers-retours, c'est une chouette relation. Et on a eu d'autres expériences, notamment avec la VUB en 2015, si je ne m'abuse, c'était l'année internationale de la lumière. Et là aussi, l'Atomium a servi de terrain de jeu donc, pour la mise
la mise en avant de toutes ces innovations. En plus, là, avec le cadre universitaire, académique et le travail d'étudiants, c'est très intéressant. Et voilà, on pense que c'est une thématique et un secteur qui conviennent parfaitement à l'Atomium dans ce qu'elle a été, dans ce qu'elle représente et dans ce qu'elle sera toujours. Et il nous intéresse d'en être une forme de vitrine et de productrice de contenu. Génial. Mais écoute, on peut rebondir sur ce que tu viens de dire pour montrer le making-of de l'édition 2019 que Visual System a réalisé à l'Atomium pour les 60 ans de l'Atomium. Je pense que ça va parler à tout le monde. Alors, voilà. A dot is all. It is you. Dot, dot. A dot is nothing. It is us. A dot is a mere moment. The beginning or the end. The end. A crossroads. Outlived cycles. It is you, it is us. Astounding mantra. A circular journey. Do not stop. Alors voilà, c'est un bref aperçu de l'exposition que vous aviez réalisée en 2019, mais je pense que ça fait un beau lien, Julien, avec toi pour que tu puisses te présenter ton parcours et surtout nous présenter Visual System, le collectif, sa création, son fonctionnement. Et alors si, comme Julie, tu pouvais aussi faire un petit lien avec comment on retrouve l'art dans ta vie au quotidien, ça serait super. Merci Clara. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Julien Guinard, j'ai 42 ans et je suis un des membres du collectif Visual System qu'on a créé en 2007, donc ça va bientôt faire 15 ans que ce collectif existe. Nous sommes un noyau dur, c'est-à-dire qu'on travaille à temps plein à 4 personnes, Valère Terrier, Pierre Gufflet et Ambroise Mouline, et on s'entoure d'amis et de compétences diverses et variées lors des montages des projets. Et par exemple, aujourd'hui à l'Atomium, on est 12 personnes à travailler sur ce projet. Alors, ce projet, cette nouvelle expo de l'Atomium s'appellera Symbole et prendra place notamment dans la boule sphère des expositions temporaires dans laquelle on a déjà été conviés 5 fois. Donc, comme disait Julie, c'est un espace qu'on connaît très bien, on y reviendra peut-être après. Mais en 2 mots sur Visual System, nous, on est un collectif donc pluridisciplinaire dont le médium artistique est la lumière et le son. Donc, on utilise les nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'en tant que lumière, on utilise beaucoup de LED, des LED, qu'on pilote par ordinateur, ce qui nous permet vraiment d'avoir une créativité sans limite via l'ordinateur et qui permet aussi de gérer toute la partie sonore. Nous, on aime bien que nos installations, qu'on puisse offrir au public à voir la musique et à entendre la lumière. C'est un peu notre credo. Voilà, on aime aussi beaucoup mettre le spectateur au centre de nos créations en réalisant en général des expositions, des installations immersives, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un dispositif qui entoure le visiteur et ça ne va pas être un dispositif frontal, ce qui est le classique souvent dans l'art où on est face à quelque chose. Ici, on met le visiteur au cœur du dispositif. Voilà, alors pour ma part, j'ai une formation d'architecte. J'ai fait un travail d'architecte assez classique quelques années et puis très vite, Visual System, c'est une histoire de copains. Avec Valère, qui fait partie du collectif qui l'a fondé, on se connaît depuis 35 ans. Et lui venait du monde du cinéma, de la vidéo, moi de l'architecture. Et puis, on s'est dit comment on pourrait faire quelque chose ensemble et puis un peu casser les codes de ce qui nous embêtait dans nos métiers respectifs et assez classiques.
Donc moi, ma formation, je l'avais fait un petit peu plus sur la scénographie, etc., sur les disciplines un petit peu parallèles à l'architecture, le land art, etc., l'expérimentation in situ. Et puis Valère faisait des clips et il testait des nouvelles manières de jouer avec la caméra. Et on s'est dit, est-ce qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas éclater l'écran dans l'espace, cet écran qui obnubile tout le monde, et puis faire des choses peut-être très géométriques, moins complexes dans le contenu, parce que nous faisons des contenus abstraits, mais se détacher de cet écran en deux dimensions. Donc c'est un peu les prémices de Visual System. C'était, voilà, si on peut donner une image, c'est éclater l'écran dans l'espace et mettre le spectateur au milieu de tous ces débris scintillants. Avec nous deux, il y a maître à bord Pierre Gufflet, qui lui est quelqu'un qui vient de la musique à la base, qui a travaillé à l'IRCAM, du coup, qui est un grand touche-à-tout et qui aujourd'hui nous permet de donner vie à nos sculptures, c'est-à-dire qu'il va être sur toute la partie informatique, programmation, et sur toute la partie des créations visuelles qui sont diffusées dans les sculptures. Et puis enfin, Ambroise Mouline, qui lui a une formation de designer, mais qui était plus beauté par un travail de direction artistique et de création de contenu artistique. Donc voilà un petit peu la naissance de Visual System. Alors on est un petit peu, on est 4 garçons, voilà. C'est comme ça s'est fait comme ça. Et puis on s'entoure régulièrement de toute une nébuleuse d'amis, qui aujourd'hui sont tous des amis, de gens aux compétences diverses et variées. Donc aujourd'hui, sur ce projet, on a Thomas Vaquier, qui est bruxellois d'ailleurs, et qui est le compositeur, c'est-à-dire qu'il a fait une création musicale originale pour la pièce Symbole. Nous avons des gens qui viennent un peu de la menuiserie, du métal, qui vont être plutôt dans la phase de construction, parce que nos dispositifs sont quand même... C'est un petit peu dur de se rendre compte en vidéo, des échelles, etc. Mais voilà, c'est un camion, c'est des tonnes de matériel, donc c'est beaucoup de fabrication, d'accroches, etc., de passage de câbles. Donc voilà, il y a beaucoup de travail manuel. Donc on a des gens, voilà, de tous les horizons chez nous. Donc il y a l'architecture, le design, la vidéo, la photo, le son, beaucoup de choses manuelles, de l'électronique, de la programmation, etc. D'une manière plus globale sur ce projet Symbole, l'Atomium nous confie toujours le même espace qui est absolument fabuleux pour nous. Alors vous voyez peut-être derrière moi, je suis dans un des tubes qui relie 2 boules, et en termes d'échelle, c'est 3 mètres de diamètre et 30 mètres de long. Ce sont des espaces pour nous, plasticiens, même moi, architectes, qui sont complètement bluffants, parce que ça, on les a vus que dans des films ou dans de la bande dessinée ou dans de la littérature de science-fiction, mais de les expérimenter réellement, monter un escalier de 30 mètres d'une seule volée, à part à l'Atomium, ça ne m'est jamais arrivé. Et le monter 30 fois par jour non plus. Voilà, on vit vraiment l'espace d'une manière XXL ici. La sphère des expositions, donc il faut imaginer que c'est une sphère qui fait 18 mètres de diamètre à l'extérieur. Ça aussi, c'est phénoménal. C'est très, très rare de pouvoir expérimenter des volumes aussi incroyables. Donc, c'est une sphère qui est coupée en 2 parties. Donc, on a plus ou moins une demi-sphère à l'étage supérieur et un étage plat, dirons-nous, inférieur. Et ce qui nous mène à cet espace incroyable, dans cette boule, c'est donc un tube de 30 mètres avec un escalator à l'intérieur. Donc ça, c'est une spécificité aussi de l'Atomium qui est incroyable pour nous, parce que surtout que c'est l'entrée de l'exposition. Donc pour nous, c'est absolument génial dans la symbolique plastique de nos projets, c'est-à-dire que le visiteur va être happé par l'escalator. C'est un sens unique quelque part et il ne pourra jamais rebrousser chemin. Donc ça, c'est très, très intéressant dans le processus et la démarche qu'on propose dans nos créations. Voilà, une fois qu'on a mis un pied dans la machine, on est happé et il va falloir, coûte que coûte, subir l'expérimentation qu'on propose au public. Voilà, donc sur l'espace de l'Atomium,
je pense que pour nous, c'est l'espace idéal ou au moins rêvé. Il est parfait pour le genre d'installation que nous proposons, c'est-à-dire, en l'occurrence, on va passer d'un espace très exigu, très long, qui monte, après un espace plutôt bas de plafond, et après un espace assez cathédral quelque part avec cette demi-sphère. Donc voilà, on a toujours ce processus dans nos créations. Dans la progression des espaces, il va y avoir aussi une progression dans la narration artistique liée au projet. Et comme tu disais, Julie, c'est vrai que cette image de l'extérieur, tout le monde l'a un peu en tête de l'atomium, mais qu'on est dedans et qu'on voit ces nervures, ces poutres, ces boulons énormes, etc. C'est vraiment absolument magnifique. Alors, depuis le temps qu'on vient ici, on commence à connaître chaque recoin, chaque petit trou où on peut passer un câble. On fait un petit peu un travail d'historien de l'architecture, à se replonger dans ce que les anciens ont pu faire en 58. Et c'est vraiment incroyable. Voilà, donc merci encore à l'Atomium, à Julie, à Arnaud Bozzini, qui est le directeur des expositions, de nous faire confiance tous les 2 ans. Et pour nous, c'est vraiment un plaisir partagé parce qu'il nous propose une carte blanche. Alors, dans le milieu artistique, c'est assez rare pour être souligné, mais en gros, c'est qu'on nous donne un espace avec un budget donné et un temps donné dans lequel on fait un projet. Donc, en général, souvent, c'est très, très compliqué. Ici, ça se passe plutôt bien parce que on va dire que c'est notre projet phare, l'Atomium chez Visual System. On a beau officier aux 4 coins du monde, c'est vraiment le projet auquel on tient le plus parce que pour nous, c'est la liberté maximum. Trop chouette. Et alors, comment est-ce que l'art s'installe, du coup, s'immisce dans ta vie au quotidien? Alors, dans ma vie au quotidien, déjà, c'est mon métier. Donc, on est tout le temps, comment dire, sollicité, que ce soit pour un projet, une esquisse de projet qui se fera ou pas, un projet en cours où il y a un souci à régler, ou une interview ou quelque chose. Donc déjà, c'est notre quotidien malgré nous. Et puis, bien sûr, on est tous friands, sinon on n'aurait jamais créé Visual System. On est toujours friands, nous, avec les LED qui sont aussi une nouvelle technologie, d'essayer de trouver toujours des nouvelles choses à faire. Souvent, quand on raconte un peu l'historique de notre médium qui est la lumière, tout ce qu'on fait aujourd'hui, il y a une dizaine d'années, 15 ans, ça pouvait être imaginé, mais pas réalisé. Donc c'est ça qui est très chouette, c'est que les rêves les plus fous d'il y a 15-20 ans, comme souvent beaucoup d'inventeurs qui étaient en avance sur leur temps, ils avaient dessiné un hélicoptère, mais le moteur est venu 200 ans après. Voilà, donc ça c'est très très excitant. La technologie avance beaucoup, donc c'est là où on se dit qu'on est vraiment dans la création contemporaine, c'est-à-dire que notre pratique, notre médium est un médium contemporain. Il n'existait pas il y a 20 ans. Donc voilà, ça a souvent fait ça dans la création. Tant qu'un burin en acier n'existait pas, on ne pouvait pas tailler la pierre. Donc voilà, c'est comment un outil, un médium, et qui progresse très, très vite en ce moment, permet notamment à l'art numérique aujourd'hui d'évoluer très vite sous différentes formes, et notamment chez nous via le biais de la lumière et du son. Super. Et alors là, du coup, pour le moment, tu es à l'Atomium, occupé de faire le montage avec l'équipe de Symbole, du coup, l'exposition 2021. Mais avant d'avoir le montage, j'imagine qu'il y avait tout le processus de créativité, créatif, de réflexion au sein du collectif. Comment est-ce que ça se passe, ce processus? Et alors, comment est-ce que vous validez ensemble l'idée finale? Alors, le processus, en général, on va dire que c'est déjà 1 an de travail en amont avant le montage de l'exposition, c'est-à-dire la commande officielle de l'Atomium envers nous. Après, on commence à réfléchir à un thème et notre manière de travailler. Donc, nous, on brainstorm sur toutes les idées qu'on a, avec toujours ce fil conducteur d'un parcours pour le public
qui va être celui que j'évoquais tout à l'heure, ce tube, ce plateau et cette demi-boule. Donc, dans ce contexte, tous les 2 ans, on essaie de trouver une nouvelle idée. Et en fait, vu qu'on est 4 à brainstormer, c'est compliqué. Du coup, pour le coup, on a une 5e personne qui rentre dans le collectif de manière ponctuelle. C'est Stéphane Beauverger, qui est un écrivain de science-fiction et scénariste français, qui est assez doué pour très vite synthétiser toutes nos pensées. Et lui, il va nous faire un petit cadre littéraire à toutes nos envies. Donc, on se met d'accord avec lui. Il y a 4 ans, je crois que c'était une nouvelle. Il y a 2 ans, c'était un poème. Bref, il écrit un texte sur lequel, on fait un travail d'aller-retour avec lui sur ce qui nous semble juste ou pas, ce qu'on pourrait modifier. Et en gros, ce qui est intéressant, c'est que ça met tout le monde d'accord sur le sens qu'on veut apporter aux choses avant de passer à l'idée formelle finale. Donc ça, c'est très intéressant. Ça permet de prendre un peu de distance aussi. Et ce travail littéraire, ça va être aussi de la matière pour Thomas Vaquier qui va créer la composition sonore. Parce que, en l'occurrence, pour Symbole, le texte est articulé en 3 parties. Le passé, le présent, le futur. Je ne vous en dis pas plus, mais pour Thomas, quand il va créer le son, ça va déjà le guider, parce qu'il va créer 3 temps forts, entre lesquels il y aura des articulations, etc. Et nous, après, formellement, on va aussi se dire comment on articule tout ça dans la forme, parce qu'à la finalité, nos créations, c'est quand même des sculptures assez monumentales. Donc voilà, il faut à un moment décider de la forme que ça aura. Donc voilà, le processus, c'est vraiment un jeu d'aller-retour avec Stéphane. Puis on présente notre projet à la direction de l'Atomium pour avoir des retours. Donc ça se passe toujours très bien avec nous. Donc il y a toujours des petites remarques. Ça peut être par exemple tout bêtement sur un titre, parce que nous sommes français. Il y a une contrainte en Belgique qu'on n'a pas en France, c'est de tout traduire en 3 langues, par exemple, et sur un mot ou un titre, c'est peut-être des fois beaucoup plus simple sur tel mot que sur tel autre. Donc voilà, ce sont des détails qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont réels. Voilà, donc on fait un petit travail d'aller-retour. Il y a un petit peu de contraintes techniques aussi. Comme tu disais, Julie, il y a un flux à gérer dans l'Atomium. Donc, quand il y a beaucoup de personnes, on ne peut pas se permettre d'empiéter trop au sol. Donc, on va être plutôt sur des choses suspendues au plafond, etc. Voilà, des petites choses techniques, un petit travail d'aller-retour jusqu'à la réalisation du dossier de presse. Donc ça qui arrive, on va dire, quelques mois avant l'ouverture, où on va dire qu'à ce moment-là, le projet il est scellé aussi bien sur le fond que sur la forme. Et à partir de là, on passe dans une phase de production. On va aller acheter les matériaux, préparer le matériel, commander nos LED, parce que nous, on fait souvent des créations in situ avec du matériel que l'on customise nous-mêmes. Donc voilà, on a une phase de quelques mois d'approvisionnement de matériaux, de préfabrication, de tests qu'on fait dans nos ateliers. Et jusqu'au jour J qui était hier, c'est-à-dire nous arrivons à l'Atomium pour 2 semaines et demie avec 10-12 jours de montage physique qui vont se chevaucher avec 10-12 jours de création qui est plus virtuelle, qui va être plus par l'ordinateur, donc du visuel et sonore. Donc voilà, il y a vraiment tout ce processus. On construit. On semble t'avoir perdu, Julien. Tu disais en rigolant de perdre la connexion. Ah ben voilà, c'est bon, on t'a récupéré. C'est bon, pardon. Tu es toujours parmi nous. Du coup, tu as fait un petit peu le lien justement avec ce côté donc, processus créatif et puis après le côté opérationnel. Donc, comment est-ce que vous faites au sein du collectif? Est-ce que vous avez un rétro-planning justement pour avoir toutes les tâches dont tu parlais, donc avoir le matériel nécessaire, les budgets, le dossier de presse, du coup la communication du collectif? Comment est-ce que ça se goupille entre vous? Ben voilà, en fait, tout se chevauche un petit peu. La communication, tout le monde aimerait avoir des photos d'installation alors qu'elle n'est pas montée. Donc, on se marche un peu sur les pieds. Oui, il faut tout anticiper, avoir les échafaudages, les équipes,
même c'est anecdotique, mais même dans l'équipe, il y a quelqu'un qui est dédié à faire à manger. Ben, ça, c'est un détail, mais pour 12 personnes, matin, midi et soir, si on veut être efficace, voilà, donc il faut penser à tous les postes. Et voilà, la fin de la création, elle se passe vraiment en 2 temps. Ceux qui construisent et qui font que l'installation fonctionne, et ceux qui vont vraiment lui donner vie, qui vont faire un travail d'aller-retour jusqu'au jour J, donc à la création visuelle et à la création sonore. Donc il y a quand même 2 temps qui se chevauchent. C'est un petit peu compliqué de faire de la perceuse quand le compositeur essaie d'écouter le rendu de sa composition. C'est ça. Et alors justement, donc, la thématique que nous, on voulait aborder toute cette semaine, et vous en avez déjà parlé plusieurs fois, donc c'est les STEAM. Comment est-ce que dans votre secteur, quelle est l'importance en fait des STEAM justement dans votre secteur, Julien? Bah, nous, c'est très important parce qu'on voilà, nous on travaille qu'avec des LED de dernière génération, donc déjà ce sont des matériaux qui n'existaient pas il y a quelques années. Il faut qu'on communique avec de la fibre optique, du Wi-Fi, bref, etc. Tous les outils technologiques sont très utiles. Et ce que je voulais préciser aussi, quelque part, c'est qu'on est aussi un petit peu tous des bidouilleurs dans le sens où on a beau avoir eu des formations données. Aujourd'hui, on fait un métier différent, donc on a expérimenté nous-mêmes et on a beaucoup appris sur le tas. Et ça, c'est aussi les STEAM qui le permettent, clairement. Avec les outils, on est quand même tous devant un ordinateur tous les jours. On fait de la découpe laser, on fait etc., etc. Même le compositeur qui va créer des nappes musicales avec des instruments virtuels, par exemple. Donc on est vraiment en plein dans toutes ces technologies d'aujourd'hui qui existaient, mais absolument pas il y a encore 20 ans. Donc c'est présent au quotidien chez nous. Ok. Et justement, quels sont les profils types du coup de personnes que vous engagez quand vous avez besoin d'élaborer le projet? Comme tu disais, vous devez un peu avoir d'autres personnes autour qui gravitent pour vous compléter. Eh bien, écoutez, voilà, sur ce projet, si on prend la partie de la création visuelle, derrière, il va y avoir du graphisme, il va y avoir de la programmation, du mapping vidéo, je ne sais pas si ça vous parle, du pixel mapping, c'est-à-dire que quand on crée notre sculpture, à un moment, il faut que l'ordinateur comprenne où est tel pixel dans l'espace. Donc, chaque étape, en fait, c'est un feuilleté de compétences. Donc, le très bon graphiste, vidéaste qui va faire la super vidéo, ça ne suffira pas. Il faudra que derrière, il y ait eu ce pixel mapping de fait. Il faut que ce mapping soit respecté par les gens qui vont construire l'installation, ce qui n'est pas toujours le cas, ce qui peut poser des problèmes. Voilà. Sur Symbol, on utilise en matériau principal de construction, ça va être de l'aluminium. Et ben là, il faut plutôt avoir quelqu'un, un menuisier métal, un menuisier bois qui va faire les assemblages. Donc voilà, on essaie vraiment à chaque fois de faire une équipe qui est presque toujours la même, parce que maintenant, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais une équipe vraiment multitâche et multicompétences. En gros, ce qu'on fait aujourd'hui chez Visual Systems, seul, on ne pourrait pas le faire, on pourrait tous l'imaginer. Il n'y a aucun de nous seul qui pourrait créer ce que nous faisons. Donc ça, c'est à la fois intéressant et à la fois très compliqué. C'est le travail collectif avec ses avantages et ses inconvénients. Mais voilà, on est tous très dépendants les uns des autres. Et puis maintenant, on se connaît tous depuis 20 ans, donc on est aussi des amis. Donc c'est un tout. Super. Alors, j'ai une question qui est en fait pour vous deux, au final, parce que je pense que Julie, tu auras aussi pas mal de choses à dire là-dessus. C'est comment est-ce qu'on peut continuer à faire briller l'art numérique? Je ne sais pas qui ça inspire le plus de commencer à répondre par rapport à cette question. Julien. J'allais dire Julie. D'une manière générale, Clara, oui, est-ce que ça t'inspire? Eh ben, comment faire briller l'art numérique? Déjà, moi, je trouve que ça se passe plutôt pas mal dans le sens où on voit quand même ces 10 dernières années de plus en plus d'événements artistiques avec la notion du numérique qui voit le jour. Je pense que je connais assez mal la programmation
belge. Je sais qu'à Bruxelles, il y a un festival qui s'appelle Bright, je crois. Bref, vous avez peut-être des nuits blanches, mais voilà. À Lyon, en France, on a la fête des Lumières. Ça commence à rentrer dans les mœurs. Il y a beaucoup de villes ont leur programmation. Paris, on a le festival Nemo, les nuits qui est très bien, on a les nuits blanches. On commence dans les parcours artistiques traditionnels. Maintenant, ils viennent souvent se greffer des événements vraiment dédiés au numérique et à l'art numérique. Donc moi, je trouve ça plutôt très intéressant. Ce sont les prémices de cet art qui est un petit peu on va dire un fourre-tout, parce que dès que vous faites quelque chose où il y a un ordinateur, on vous catalogue art numérique. Donc pour l'instant, le terme n'est peut-être pas génial, parce que qu'on fasse de la musique électronique, on peut être catalogué dans l'art numérique, ou ce que nous on fait avec de la lumière. En tous les cas, peu importe là où on est catalogué, mais ce qui est bien, on voit que c'est florissant comme domaine, et qu'il y a il y a de plus en plus de choses. Donc maintenant, il y a beaucoup de choses pas terribles et d'autres très très bien, mais ça veut dire que c'est chouette, ça veut dire que ça évolue très vite, et c'est un domaine assez excitant. On n'est jamais indifférent quand on découvre de nouvelles œuvres du milieu de l'art numérique. Et Alors, nous n'en sommes qu'au début. Mais, moi, je pense que c'est comment dire, c'est un win-win. C'est comment faire briller les arts numériques, comment les arts numériques font briller, enfin, comment soutenir et développer. À l'endroit où nous sommes, nous, l'Atomium, évidemment, c'est offrir à ce genre de performance, à cet art ou ces arts, parce qu'effectivement, le concept est un peu flou, enfin, la définition est un peu floue, c'est offrir une visibilité qui est quand même très, très importante. Et je pense que ça se nourrit, c'est-à-dire que l'Atomium, à l'inverse, a aussi aujourd'hui besoin ou la chance d'avoir ces performances plus contemporaines qui correspondent à une image ou une ambition de programmation qu'elle a. C'est-à-dire que nous, c'est une histoire très particulière, c'est une architecture très particulière, c'est un produit même très particulier, on peut dire, sur le marché du tourisme et de la culture. Et cet équilibre qu'on peut trouver avec une discipline contemporaine comme celle-ci, qu'on met nous en avant en offrant une visibilité à un très large public, eh ben, on la reçoit en retour, puisqu'en fait, c'est un produit totalement adapté à un public aussi large qu'international, puisqu'on est dans un médium sans texte qui touche directement, et on est dans cette volonté d'être effectivement toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est l'histoire de l'ADN Atomium, orienté futur, progrès, technologie. Donc nous, ça nous intéresse de travailler avec des gens qui progressent à cet endroit-là, qui suivent l'évolution permanente des médias, des matériaux, c'est le mot que je cherchais, et qui savent le mettre en valeur comme il faut et en faire une véritable œuvre d'art. Et je pense que c'est nous qui pouvons proposer aussi une plus grande visibilité à cet art qui est clairement en train de prendre une place de plus en plus importante, parce qu'il touche tout le monde, parce qu'effectivement, ça se développe à droite, à gauche. Et effectivement, à Bruxelles, c'est le Bright Festival qui prend son envol et qui a de plus en plus de succès. Et parce qu'en fait, c'est une dimension aussi collective qu'individuelle. Donc, c'est exponentiel, en fait, comme man et comme sujet. Il y a moyen de le traiter à l'infini. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va toujours devoir s'adapter. Et ça, c'est le travail qui est, je pense, j'imagine, à l'endroit des artistes hyper stimulant de création. Et ça l'est, nous, à notre endroit de programmation. Donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut faire. Alors, moi, bien sûr, on est dans un contexte très particulier pour tout le monde, mais pour parler de l'Atomium, puisque c'est mon taf à moi, la situation de l'Atomium, voilà, elle est un peu tendue comme toutes les institutions culturelles en ce moment. C'est-à-dire qu'on vient d'un moment avec énormément de visiteurs et des habitudes et une organisation qui est complètement chamboulée par la crise qu'on vit là. Et on pense clairement qu'un produit comme celui-là, expliquer comme il faut, communiquer comme il le faut à travers un public élargi, est tout à fait intéressant pour
pour mettre en lumière l'atomium, je voulais la placer celle-là, et pour la repositionner ou la positionner davantage ou différemment sur la scène culturelle, ce dont nous, on a besoin pour le moment. C'est-à-dire que l'atomium, on disait souvent, l'image extérieure, elle est très, très belle. Parfois, elle peut suffire, parfois pas. On a un contenu qui retrace son histoire, évidemment, sur donc aussi l'historique de l'Expo 58. Mais notre ambition, nous, aujourd'hui, c'est comment attirer davantage de visiteurs, comment attirer des visiteurs de manière régulière, comment en faire un endroit de plaisir, de détente et régulier. Donc, nous, par exemple, dans le cadre de la programmation future, ce type d'objet nous inspire beaucoup pour développer une programmation parallèle d'activités culturelles, que ce soit des concerts, des spectacles, des conférences. Enfin, je pense que ce thème est porteur et déclinable aussi et qu'il colle parfaitement à notre institution, mais aussi à l'actualité et à notre futur, à tous. Du coup, voilà. Peut-être que vous serez nombreux, enfin je le souhaite, à découvrir le résultat en fait de tout ce travail fait d'un côté et de l'autre par, on a vu là toute l'équipe de Visual System, nous aussi on a une équipe qui travaille là-dessus. C'est pas seulement le fait de parler d'une rencontre ou d'une ou deux personnes, c'est derrière une réflexion quand même assez profonde et finalement qui reflète les enjeux et les questions de notre société aujourd'hui. Ça, je pense, c'est important. On doit questionner, on se questionne, on questionne les autres et on propose ces questionnements. Tout à fait. D'ailleurs, justement, tu en as déjà parlé un petit peu, hein, mais du coup, comment est-ce que tu vois l'atomium dans quelques années au niveau de l'innovation, justement? Je pense que l'atomium, de toute façon, et particulièrement aujourd'hui, ça s'envisage toujours en plusieurs temporalités. Il y a du très court terme, alors je ne vais pas vous dire que je l'envisage puisque c'est programmé, mais clairement, il y a des expositions ou une exposition phare comme celle-ci et la communication qui va autour. Donc, en fait, pourquoi venir à l'atomium? Pourquoi est-ce intéressant de découvrir ça à l'atomium? Pourquoi est-ce que l'atomium est la vitrine de ce genre de proposition? On veut l'être. Et donc, dans un second temps, développer, comme je disais, toute cette programmation culturelle, mais aussi qui cible clairement un public plus local, bruxellois, belge dans son ensemble. Et ce n'est pas seulement la conséquence de cette fameuse crise sanitaire à prolongation que nous vivons, c'est-à-dire que forcément, ça a eu des conséquences chez nous par rapport au flux de visiteurs, mais en même temps, c'est une vraie réflexion qu'on a depuis un certain temps et qu'on est finalement content, entre guillemets, on est content d'être un peu bousculé dans cette reconsidération et on a très, très envie de décliner, de reprogrammer l'atomium à cet endroit-là. Donc, en fait, pas un one-shot, c'est un magnifique patrimoine, c'est un magnifique à la fois vestige, c'est une œuvre d'architecture, c'est ce qu'on veut, mais ça doit aussi pour nous, et ça c'est le second temps de la programmation, être un endroit où on a envie de revenir, où il fait bon revenir en fait. C'est un peu le spot, je veux dire, et plus largement, et là je reviens au Design Museum Brussels, on pense sincèrement que c'est une ambition à développer pour tout le plateau du Heysel. Donc on a commencé ce travail-là. On a un endroit, on en a un deuxième, on est clairement dans le contemporain, on est dans la société, on s'adresse à un public moins standardisé que ça a pu l'être auparavant. Et pour ça, donc, il y a un travail aussi à faire avec des plus jeunes publics, pas que, mais on travaille certes sur la mémoire, mais on travaille surtout sur notre avenir à tous en ce moment. Donc ça, je pense que ce sont des axes programmatiques qu'on travaille ensemble avec le musée. Et alors, dans un plus large temps, parce qu'en fait, il faut rêver. Il faut rêver. Et d'ailleurs, si une bande de fous, malheureusement, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de folles, ou alors il y en avait, mais comme d'habitude, l'histoire les laisse dans l'ombre. Il devait y avoir des folles parmi les fous. Mais sans quelques fous en 58, l'atomium ne serait jamais sorti de terre. Je m'interroge toujours sur comment dire, l'apparence physique des personnes qui ont dû recevoir le projet pour la première fois, la surprise, la stupéfaction. Je suis très curieuse de connaître le cliché de leur visage en me disant mais quelle est cette folie, vraiment? Et cette folie, elle a abouti et je pense que
il y a eu des gens, à un moment donné, qui ont dû quand même aller puiser dans leurs ressources profondes pour dire non, mais je vous assure, ça peut fonctionner. Et ce n'est pas que ça fonctionne, c'était 6 mois, ça fait 62 ans et ce n'est pas près d'être fini. Et ce que ça symbolise, ce que ça représente, ou l'effet qu'elle produit encore est quand même impressionnant. Et donc, à cet endroit-là, nous, on est dans un plus long terme et là, le contexte économique est un peu plus compliqué, mais clairement, on est plein d'ambitions et de projets, que ce soit pour le développement, j'ai dit, du plateau, d'aménagement autour, de programmation. Alors, il faudra dégager quelques budgets et donc, pour ça, engranger certaines visites, mais on compte sur tout le monde pour ça. Mais l'Atomium n'a pas fini de se questionner, de se développer, de se remettre en question, de se réhabiller, de se réinventer. Et pourquoi pas d'autres bâtiments, pourquoi pas d'autres liens, pourquoi pas un parcours intégrant directement un tube, une allée, un escalator extérieur vers le musée. Enfin, tout est possible. Il y aura des grands projets, y compris architecturaux, dans un plus long terme. Mais là, clairement, notre objectif, c'est cette programmation, le public belge, le soutien aussi à la culture, parce que je trouve que c'est intéressant par rapport au collectif, l'endroit que nous représentons, nous. Aujourd'hui, comme tous ces secteurs sont quand même fortement atteints, développer une programmation de concerts, c'est aussi mettre en avant des talents qui sont bruxellois, belges, même la capitale européenne, mais donc offrir de nouveau cette visibilité à des performances, à des gens qui ont été, comme nous, tous et toutes, mis en danger là dernièrement. Je pense que ce sont des relations… il y a des solutions, en fait. Il y a des solutions et elles sont collectives. Et on a un bel outil photographique et de communication. Et en même temps, on veut le nourrir de contenu de qualité et de mise en avant de talents qui n'ont peut-être pas toujours cet espace-là occupé. C'est un peu l'histoire avec le collectif. Je suis ravie d'entendre que c'est le projet qui leur tient le plus à cœur et je comprends, vu ce que Julien explique et les échanges qu'on a. Je pense qu'il est possible de faire ça à d'autres endroits et que c'est nécessaire aujourd'hui et que ça séduira parce qu'on en a besoin. La communauté des vivants en a besoin. Génial, plein de beaux messages. Je ne sais pas, je pense pour rebondir. Je voyais que tu hochais la tête plus d'une fois. Très beau programme. Pour la… Je valide. Alors, Julien, il y avait une petite question pour toi, du coup. Dans les différentes étapes, donc le côté créatif, le montage et après voir le résultat final, c'est quoi le moment que tu préfères? Une bonne question. En fait, chaque petite étape est satisfaisante. Rien que savoir que le camion est arrivé hier, qu'il ne soit pas bloqué en douane et qu'on perde 2 jours. En fait, chaque petit pas jusqu'au 26 mars, tous les jours sont très satisfaisants. Après, c'est vrai qu'il y a un moment assez émouvant, on va dire ça va être d'ici 5 jours, c'est quand toutes les lumières vont fonctionner, que le son va arriver et que tout d'un coup, ça va vraiment prendre un relief. Et ça fait des mois qu'on fait des 3D, qu'on fait des simus vidéo sur des petits écrans de 30 cm de long. On arrive à se projeter. En plus, c'est notre cœur de métier, donc on a encore plus de facilité que les autres, a priori, de se projeter. Mais une fois qu'on est là dans cette sphère de 18 mètres de diamètre et qu'on entend et qu'on voit le résultat, là, il y a vraiment, c'est vraiment, on va dire, la grosse marche émotionnelle. Et puis après, il reste une semaine de ce qu'on pourrait appeler du fine-tuning pour essayer d'avoir la chose la plus léchée possible d'ici le 26. Et là aussi, c'est très, très satisfaisant parce que ça peut aller assez vite vers des choses très, très subtiles. Donc voilà, tout est excitant, mais vraiment, quand tout fonctionne, que le son et la lumière arrivent, on souffle. Et donc, Julie, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est à partir du 26 qu'ils peuvent venir… À partir du 26 mars, oui, je ne communiquerai pas la date de fin, comme ça. Comme ça, voilà. Tout le monde… Vous avez un peu le temps de venir, mais surtout, c'est une expérience sans aucun doute inédite, même si vous avez déjà vu un son, une lumière, un son seulement, une lumière seulement. L'espace là et la qualité du travail du collectif rend vraiment la performance, j'ose, inoubliable. Et je pense qu'on serait surpris de découvrir ce genre d'installation dans l'Atomium. Et
C'est ça tout l'intérêt de la visite d'aujourd'hui. Par ailleurs, voilà, nous sommes, voilà, quand les théâtres ouvriront, allez-y. Quand les concerts auront lieu, allez-y. Quand les restaurants, allez-y, allons-y. Et par mesure aussi pas seulement de soutien. Je pense que voilà, on parlait de l'art dans nos vies. Pour moi, clairement, contrairement à tout ce qui peut être dit ou catalogué, défini comme essentiel et non essentiel, c'est juste vital. C'est plus qu'essentiel à toute collectivité et à tout individu. Donc, nous avons besoin de spectateurs, nous, pour faire vivre l'Atomium, pour que les artistes qui exposent à l'Atomium puissent vivre aussi. Et puis surtout, je pense que tous les visiteurs et tous les individus ont besoin aussi de se reconnecter à l'art. Donc, soyez les bienvenus à partir du 26 mars. Génial. Je pense que c'était un très, très beau message de fin. En plus, je vois qu'il est 15h pile. On a été vraiment au top au niveau timing. Merci beaucoup, Julie et Julien, pour ce moment d'échange et de partage. Comme on le disait, à partir du 26, vous pourrez voir l'expo Symbole à l'Atomium. Et alors, ce qui est super chouette, c'est que vous allez la voir et puis le 27 avril, on débriefe ensemble puisqu'il y a la partie 2 de webinaire avec Julien où on aura justement le making-of. On pourra discuter tous ensemble de voilà, vos retours, vos impressions, poser des questions à Julien du collectif. Donc voilà, vous n'hésitez vraiment pas à garder la date du 27 avril, 14h en tête, c'est aussi un mardi. Et alors, comme j'expliquais, la semaine, c'est une semaine de l'entrepreneuriat féminin, donc on est mardi, il reste mercredi, jeudi et vendredi. Je vous invite à regarder sur la page Facebook, le site internet de 100 000 entrepreneurs, les prochaines dates, et à vous inscrire aussi aux autres webinaires. Voilà, un tout grand merci à tous pour votre participation, et je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir, merci. Au revoir, merci beaucoup. Et voilà, et je pense que... Voilà, bienvenue en direct sur Facebook. Je coupe l'enregistrement ici.